Et donc, on va redevenir sérieuse et sérieux avec Émilie Richard pour la conférence finale. Et je demande à notre grande témoin de se préparer ensuite. Chantal va nous faire un petit condensé de la journée, une impression condensée de la journée. Voilà. Alors, Émilie Richard, sociologue, avant qui fait peur, quand même. Il est parti. Maître de conférence à l'Université de Montpellier, au laboratoire Santé SIH, Santé, Éducation et Situation de handicap. Et donc, si j'ai bien compris, vous nous étendez votre étude à toutes les sciences du handicap, de toutes sortes de causes, en les intégrant dans les questions globales de la société. Tout à fait. Donc, c'est de l'étude inclusive. On essaie. Voilà. On essaie de faire mieux la vie. Je vous laisse la parole. Je vais essayer une centaine de minutes. Alors, je vais faire quelque chose de beaucoup plus long, donc je vais essayer de le faire plus court. D'abord, je tiens à remercier, bonjour à tous et à tous, je tiens à remercier l'association de m'avoir invité, de me faire l'honneur de pouvoir faire cette belle journée. Je vais essayer de parler doucement, de ne pas être trop audio-centré. Donc effectivement, ma communication va porter sur la question du genre, du handicap et pour aller vers peut-être une pratique sportive un peu plus inclusive. Donc je vais essayer d'organiser ma communication en 3 parties. D'abord, défendre l'idée, se questionner sur ce que c'est que le handicap et le genre, et je vais essayer de montrer que ces problématiques finalement correspondent à des processus qui sont assez similaires dans leur production, et aussi réfléchir à leurs intersections, c'est-à-dire comment ils se renforcent, comment ils se négocient, ces problématiques liées au genre et au handicap. Dans un deuxième temps, je vais essayer d'aller plutôt sur les questions sportives et voir qu'est-ce que le sport fait au genre et au handicap. Et puis enfin, j'irai sur la dernière partie sur les questions de l'empowerment et des différents niveaux d'empowerment qu'il peut y avoir, mais on a eu des très bonnes illustrations là, donc je pense que ça va rendre ma communication un peu plus courte. Et alors, l'idée de ma première partie, c'est de montrer finalement comment les processus de production du genre et de production du handicap sont des processus sociaux qui répondent finalement au même mécanisme. Et je voulais commencer avec une célèbre phrase de Simone de Beauvoir que vous connaissez tous: on n'est pas femme, on le devient. C'est cette idée que finalement la société a cette caractéristique de s'appuyer sur quelques différences biologiques, ce qu'on appelle le sexe, pour ensuite produire à partir de ça des différences sociales, le genre. Alors je dis un genre au singulier parce que je vais défendre justement que l'idée que le genre permet de casser cette binarité homme-femme, et que finalement on ne peut pas dire l'homme ou la femme, mais il y a une multiplicité de féminité, de masculinité, et que tout ça est un grand continuum. Donc l'idée que défend de Beauvoir et que tous les gens qui lui ont succédé, c'est cette idée de dire que le genre, c'est avant tout une production sociale. Le genre, c'est ce que la société fait de quelques différences qui finalement ont plus énormément d'importance. Et cette construction est binaire, avec des masculinités hégémoniques, la virilité, et puis des féminités aussi hégémoniques, il ne faut pas l'oublier. Et ce mécanisme culturel, finalement, a amené, je ne vais pas le répéter parce qu'on a eu des belles illustrations là, mais à une forme de hiérarchie entre les hommes et les femmes. L'idée, c'est de montrer que cette hiérarchie, elle est socialement construite. Et puis il y a une deuxième chose importante, et on a encore eu l'exemple tout à l'heure, c'est que non seulement la société produit les différences de genre, mais en plus elle les rend naturelles. Elle leur donne une apparence naturelle, biologique. C'était typiquement le cas des hormones avec Strunga qui nous disait mais cette différence-là, elle est tout à fait naturelle, biologique, et non, c'est une production culturelle, elle donne une apparence biologique. Et bien mon idée, c'est de dire que le handicap, c'est la même chose. Que le handicap, c'est à l'origine effectivement une caractéristique individuelle, on pourrait dire biologique, biomédicale,
Et puis, à partir de cela, c'est notre société qui va produire les différences. Alors, il y a plein de manières de produire ces différences. On a beaucoup parlé d'accessibilité. C'est une première manière de produire le handicap, produire la situation du handicap, on dirait là. On ne rend pas accessible, on met effectivement la personne dans une situation de handicap. Mais il y a autre chose qui est peut-être un peu plus complexe à saisir. C'est toutes les dimensions un peu moins matérielles, et c'est ce qu'on appelle le validisme. Alors le validisme, c'est un mot, ou le capacitisme, on appelle ça aussi. Hein. Et je dirais que si vous voulez, le handicap est au validisme, ce que la misogynie et le sexisme est au genre. Le validisme, c'est la manifestation de cette hiérarchie entre des personnes considérées, étiquetées comme handicapées, et puis des personnes dites valides. Ce validisme, il est assez mal défini en France, et les anglo-saxons ont deux termes. Ils distinguent deux choses dans ce que nous on met derrière le validisme. La première chose, c'est ce qu'ils appellent le disabolism. Disabolism, ça vient de... Ableism, c'est l'habilité, et disabolism, c'est la déshabilité. Et en fait, ça regroupe d'une certaine manière toutes les violences, un peu ce qui a été décrit tout à l'heure, directes, prévisibles, les attaques ad hominem envers la personne. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ableism, et ça c'est un peu plus complexe parce que c'est des discriminations un peu moins visibles, mais très largement répandues et qui finalement imprègnent toute notre culture. En fait, c'est l'idée que notre société est exclusivement centrée et organisée autour d'un modèle du corps valide. Un modèle du corps qui marche, et on a eu un exemple tout à l'heure assez flagrant, un modèle du corps qui entend, un modèle du corps qui voit, un modèle du corps qui comprend vite, et la culture ne nous permet pas de penser d'une autre manière. Et c'est ça peut-être la chose la plus complexe, mais la source de ce qu'on devrait chercher à déconstruire dans notre société. Cet après-midi, ce midi, en déjeunant, je me suis rappelé quelque chose, je crois que ça illustre bien ce validisme. C'était une publicité que j'avais vue pour des marques de chaussures, je ne citerai pas, et le slogan c'était « Marcher, c'est vivre ». Alors, ça peut nous sembler relativement anodin, ce slogan, mais « Marcher, c'est vivre », c'est un slogan qui est éminemment empreint de validisme. Quid ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui ne marchent pas, qui n'ont pas cette capacité? Ils ne vivent pas. Alors, ça peut sembler effectivement anecdotique, anodin, mais toute notre société finalement est centrée autour de ce modèle du corps valide. On pourrait dire audio-centré, plein d'autres manières de le dire, mais c'est extrêmement violent. Et c'est les mêmes processus. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, on a deux systèmes normatifs, le système de genre et le système validiste, qui sont des systèmes extrêmement structurés, hiérarchisés, et que ce qui va m'intéresser ici, c'est de comprendre comment ces systèmes s'articulent. Et je crois qu'une association comme la FDFA, elle travaille typiquement là-dessus, sur l'articulation de deux systèmes normatifs qui s'articulent et qui amplifient des problématiques particulières. C'est ce qu'on appelle, cette problématique-là, la problématique de l'intersectionnalité. Alors l'intersectionnalité, on a un peu évoqué ce matin quand on parlait du black feminism, elle vient de là, elle vient de militantes américaines, afro-américaines, qui ont voulu montrer comment des systèmes liés au genre et des systèmes liés aux discriminations ethniques se renforçaient. La double peine, la fameuse double peine, la double bind aussi. Et bien, l'idée c'est qu'on développe la même chose dans le domaine du handicap. Mais
c'est-à-dire l'articulation entre les discriminations genrées et puis les systèmes normatifs validistes. C'est compliqué à faire et c'est une sorte d'impensé social et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Si on voulait être complètement exhaustif, il faudrait aussi aller plus loin, c'est-à-dire réfléchir à l'intersectionnalité genre-handicap, mais aussi genre-handicap et situation économique, parce que les hiérarchies entre les CSP impactent directement la manière dont on vit sa féminité, la manière dont on vit son handicap, l'âge, l'origine ethnique, etc., etc. Je vais me concentrer plutôt uniquement sur le handicap et le genre. Et je voudrais distinguer l'expérience des féminités handicapées et des masculinités handicapées. Peut-être pas très habile, mais pour voir que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose parce que les études en sociaux, le peu d'études en sociaux qui se sont portées là-dessus ont montré que dans le cadre de la féminité et du handicap, on est dans cette situation de la double contrainte. C'est-à-dire que les normes de genre sont déjà défavorables à la position des femmes dans la société, et le handicap vient renforcer cette position de domination. Alors, il faut aussi avoir en tête, on n'aura pas le temps de le faire, j'aurais aimé aller un peu plus loin, déconstruire cette idée de handicap et montrer que la manière dont on vit sa féminité est extrêmement variable en fonction, et je vais me faire taper sur les doigts, et des déficiences. J'utilise le terme déficience là vraiment dans sa dimension biomédicale. C'est pas la même chose de vivre sa féminité quand on est une femme qui est amputée tibiale ou qui a une déficience intellectuelle. Globalement, les études ont montré que les femmes dans la société, les femmes handicapées dans la société étaient plutôt perçues comme agenrées, asexuées. On ne pouvait pas, on imagine difficilement une femme fondée une famille, une femme handicapée, difficilement fondée une famille, etc. C'est des représentations plutôt de la femme handicapée asexuée. Mais ce qu'on se rend compte quand on étudie, par exemple, spécifiquement les questions de déficience intellectuelle, c'est l'inverse. On a plutôt une vision d'une femme déficience intellectuelle qui ne va pas, qui va être hyper sexualisée. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir ce que les Américains appellent l'agency, et ils ne vont pas contrôler leur sexualité. Et ça amène à quoi concrètement ça? À des campagnes au début du XXe siècle de stérilisation contrainte des femmes déficientes intellectuelles. Ça a des conséquences assez dramatiques, ce système de représentation. En ce qui concerne les masculinités et le handicap, c'est assez différent parce que la masculinité confère un privilège, ce système de domination. Et finalement, ce sont deux systèmes de normes qui vont ce ne sera pas la même, mais ils vont se confronter. C'est-à-dire que le handicap met dans une position de domination, mais la virilité, la masculinité est plutôt une position dominante dans la société, et on se rend compte quand on étudie le genre même, les masculinités et le handicap, que finalement le genre est mobilisé chez les personnes en situation, les hommes qui vivent des situations de handicap, plutôt pour justement déconstruire le handicap. Donc on va jouer une hyper-masculinité, et c'est pas nul, pour justement aller à l'encontre du stigmate de la personne handicapée. Alors, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les problématiques. Alors maintenant, le sport dans tout ça, c'est la deuxième partie, le sport dans tout ça, qu'est-ce qu'il vient faire et comment il met en jeu tout ça? Et bien dans le cas, on peut continuer avec la pratique des hommes handicapés. On se rend compte que, typiquement, c'est ce que je viens de dire, la pratique sportive va être mobilisée pour déconstruire directement le stigmate lié au handicap. C'est-à-dire que dans les activités sportives vont être utilisées pour surjouer une masculinité et faire oublier le handicap. Vous avez un exemple assez illustratif de ça, c'est le quad rugby. Je ne sais pas si vous connaissez, le quad rugby, c'est le rugby en fauteuil, et qui est surnommé le murder ball. Et
vous imaginez. Voilà, alors c'est mis en scène de manière très violente, il y a eu un film dessus, et les études qui ont porté là-dessus montrent que justement on va utiliser cette activité physique pour jouer une masculinité hégémonique, violente, virile, situs, actus, fortus, et pour justement faire oublier le stigmate qui serait lié au handicap. Dans la pratique féminine, c'est beaucoup plus compliqué. On vient d'avoir une série d'illustrations qui montrent que le sport et la féminité, ça ne va pas de soi. Et finalement, les femmes qui s'engagent, les femmes handicapées qui s'engagent dans les activités physiques sportives, elles vont être dans ce système de double contrainte, c'est-à-dire de devoir lutter contre la vision et les représentations de la femme handicapée agenrée, asexuée, et puis d'un autre côté, la vision de la femme sportive hyper masculine. Et c'est un système de double contrainte très complexe à gérer. Les études qui ont été menées sur les pratiques des sportives qui vivent des situations de handicap montrent que les sportives engagées dans les activités physiques sont très conscientes de ces deux systèmes. Elles vont prendre une précaution particulière pour jouer une forme de féminité et aller à l'encontre de la représentation de la sportive non genrée, asexuée, et puis tout en ménageant quand même en jouant une forme de masculinité pour aller à l'encontre d'un autre système de normes, de la femme faible, etc. Donc c'est finalement un système de double contrainte très compliqué à gérer et ça met les femmes qui pratiquent, les femmes handicapées qui pratiquent des activités physiques, particulièrement des activités physiques masculines, parfois dans des situations assez complexes où elles doivent gérer ce double stigmate. Alors il y a eu beaucoup d'études là-dessus, dont une étude qui a été menée par Elisabeth Appelmo, qui est une chercheuse suédoise, et qui a mené une enquête auprès de 12 joueuses de hockey. Et elle montre en fait comment ces joueuses doivent faire face de manière très consciente à cette contradiction que j'évoquais, c'est-à-dire d'un côté s'opposer à un discours dominant dans le sport qui exige que les athlètes soient féminines, au risque d'être insultés de construits, comme vous venez de le voir. Et puis en parallèle, un autre discours qui présente les femmes handicapées comme asexuées. Et donc, elle montre finalement que ces joueuses vont contester le discours, sur les féminités hégémoniques traditionnelles en jouant, en se mettant en jeu de manière un petit peu masculine, c'est-à-dire de la dureté, de la force dans les activités physiques. Et puis parallèlement, elles vont chercher à préserver une forme de féminité par leur mise en scène du corps, par un souci vestimentaire particulier, par une manière de se habiller, etc. Pour aller à l'encontre de ce stigmate de la femme handicapée asexuée. Alors je ne vais pas aller plus loin sur cette démonstration. J'ai peut-être été un peu rapide, mais il y aura des éléments un peu plus précis. Il y aura des actes du colloque, donc j'expliquerai ça un peu plus clairement. Et ce que je voudrais qu'on aille directement sur ces questions d'empowerment, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et finalement, comment, dans ce système particulier, avec des normes particulières, comme on vient de le voir, avec un sport qui met en jeu ces normes-là de manière particulière, comment finalement on peut aller vers un empowerment, parce que ça ne va pas de soi. Et je crois qu'on a vu tout au long de la journée, je distinguerai 3 niveaux d'empowerment. Le premier niveau que j'évoquerai, c'est d'abord dans son rapport au corps, avec cette idée de renouer avec sa corporalité, son corps, et ça a été très bien décrit par Aurélie tout à l'heure dans le nom échappe, Aurélie Village, voilà, ça a été parfaitement décrit. Les témoignages des personnes handicapées mettent en avant cette idée que finalement le handicap amène une scission entre son corps et son esprit. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Il y avait Anne-Sophie Parisot qui était intervenue dans un colloque il y a quelques années, il me semble, et qui décrit aussi très bien ça, et qui explique que finalement le handicap amène une scission entre son corps et son esprit. Le corps est considéré comme l'origine du handicap et on le met à distance. Et ce que nous dit Anne-Sophie Parisot, et je vais la citer parce qu'elle le dit très bien,
elle dit que cette situation, elle n'est pas tenable au long terme. Elle parle de pratiques de sortie du corps, donc c'est ça qu'elle évoque, et elle dit « Mes pratiques de sortie du corps, répétées quotidiennement et depuis de nombreuses années, ont nécessairement des conséquences sur le plan psychique. Je vis intérieurement une scission. J'en suis conscient, le risque pour moi, c'est la perte d'identité. » Et c'est un petit peu ce qui était décrit tout à l'heure. Cette scission peut amener à la mise en du corps, sauf que c'est pas tenable. C'est arrivé dans certains cas. Et ce qui est intéressant dans le témoignage d'Anne-Sophie Parisot, c'est qu'un peu plus loin, elle explique comment l'activité physique, au contraire, permet de reconstruire un lien positif avec la corporalité. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure. Et elle dit il y a sans doute des milliers de possibilités de reconquête corporelle. Elle dit, à titre d'exemple, j'ai pu retrouver la très lointaine sensation de me baigner dans la mer grâce à des fauteuils de plage spécialement conçus, dotés de flotteurs qui permettent de se baigner en toute sécurité, etc. etc. Elle parle aussi de l'aviation et elle dit je fais aussi de l'aviation une fois par an et ce qui est intéressant c'est de quitter la sensation quotidienne, la surface plane quand on est assis en fauteuil pour se déplacer, dans trois dimensions, etc. Donc je pense que c'est une illustration assez parfaite de comment, ça c'est le premier niveau d'empowerment, comment le sport peut permettre une reconquête corporelle et dépasser ce dualisme corps et esprit. Un deuxième niveau, je pense, mais c'est très lié, le premier, c'est la question des enjeux identitaires mais au niveau plutôt individuel. C'est-à-dire comment la pratique sportive va être un moyen de résister à la fois aux normes de genre mais aussi aux normes validistes que l'on a évoquées précédemment. C'est-à-dire comment l'espace sportif, parce qu'il met ses normes en jeu implicitement, comment l'espace sportif va être une occasion particulière de renverser ces normes et d'aller à l'encontre des injonctions genrées et validistes. Là, je voulais parler d'une étude que j'ai moi-même menée sur le foot en fauteuil électrique, qui est pratiqué à Vaucresson, on a évoqué tout à l'heure Toulouse-Lautrec. Et on a constaté avec mes collègues le foot fauteuil qui est un milieu très masculin. Valentin Duquesne ce matin n'a pas donné les chiffres, mais c'est à peu près ça, 70-80% d'hommes pour. Mais alors, l'intérêt du foot fauteuil, c'est que c'est une pratique mixte. Et les hommes jouent contre les femmes sur le terrain. Je vais juste expliquer en un mot ce que c'est que ce qu'on appelle Vaucresson. Parce que j'ai travaillé sur un documentaire là-dessus il y a une quinzaine d'années. C'était un lycée pour élèves valides, pour élèves handicapés qui incluent quelques valides. C'est-à-dire qu'il fait de l'inclusion inversée. Et c'est très intéressant à voir. Tout à fait. Avec des profs de PS, on a évoqué Hervé Dizien et Marie-Agnès Dizien qui font des choses assez exceptionnelles. Et le foot en fauteuil électrique est en partie été créé là-bas. Et ce qui est intéressant avec le foot en fauteuil électrique, c'est que c'est mixte, donc les garçons s'affrontent sur le terrain, et qu'en plus, a priori, le fauteuil électrique permet de déconstruire les inégalités biologiques. Le fauteuil électrique, a priori, il n'y a plus de différence sur le terrain. Et on se rend compte que les joueuses qui pratiquent ce sport se saisissent de cette occasion pour construire une identité positive, à la fois de genrer et puis par rapport au handicap, en non seulement déconstruisant les normes de genre, en allant à l'encontre de la féminité hégémonique, la fille sportive, si vous voulez, hein, et puis aussi en allant à l'encontre des normes liées au handicap. C'est-à-dire qu'elles vont déconstruire cette identité handicapée basée sur finalement l'absence, le manque, dans les représentations bien sûr, hein, sur le modèle finalement très médical de l'invalidité, pour aller justement vers une mise en avant des potentialités de ce que je peux faire, et ça a été très bien dit ce matin, je peux devenir actif, performant ou pas, je peux aussi ne pas être performant, mais en tout cas, il ne s'agit pas là de surmonter le handicap, de sortir le handicap de l'identité, et ça a été très bien dit, il y a eu un débat intéressant ce matin. Le handicap fait partie de l'identité. Oui, mais là, l'idée, c'est de renverser une identité négative du handicap pour la transformer en une identité positive. Et finalement, le sport et l'activité physique
parfois, pas toujours, mais parfois permet ça. C'est-à-dire d'utiliser d'une certaine manière le handicap pour construire une identité positive. Alors, il faut reconnaître quand même les limites de ces processus-là, et en particulier dans la pratique de très haut niveau, on s'est rendu compte quand on interroge les athlètes que le moment de la classification, par exemple, vous savez que les athlètes pour participer aux Paralympiques sont classifiés en fonction de quels critères, des critères biomédicaux, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et c'est un moment fort finalement de réassignation au handicap, mais dans sa définition très biologique. C'est assez violemment pertinent. Il faut aussi faire attention quand on dit que le sport, c'est l'activité physique, c'est bon, c'est bien. Non, pas toujours. Le dernier niveau d'empowerment que je voulais évoquer, c'est cette fois plus au niveau des identités individuelles, mais plutôt au niveau de la socialisation et des identités collectives. C'est-à-dire comment le sport et les activités physiques sont des espaces de socialisation particuliers. C'est-à-dire des lieux d'interaction où on va apprendre son corps différemment, parfois hors des cadres valides, justement. Où les pairs, qu'ils soient valides ou handi, je mets des guillemets, nous accompagnent dans cet apprentissage. Mais ce n'est pas que un apprentissage du corps, c'est aussi un apprentissage de la vie sociale. Il y a Anne Marcellini qui a fait un excellent livre là-dessus qui s'appelle Des vies en fauteuil et qui montre finalement son ouvrage comment, dans cet espace sportif, c'est un moment où on peut échanger sur les processus administratifs, les procédures administratives, pardon, sur les lieux accessibles, pas accessibles, les usages, d'assistance, etc., etc. Donc ça dépasse finalement la simple identité individuelle. Là, on touche, je pense, à un point en particulier que je voulais discuter ici, et assez récurrent dans les débats sur le handicap et sur l'inclusion, l'intégration, l'assimilation, c'est finalement ce rapport, et on l'a évoqué un peu, entre les milieux dits spécifiques et le milieu dit ordinaire. On a souvent tendance, alors pas toujours, mais à critiquer le milieu spécialisé en expliquant qu'il participe à une forme de ghettoisation, etc. Je ne vais pas me positionner par rapport à ça, mais je veux simplement dire que depuis pas mal d'années, j'ai discuté avec des sportifs, et je me suis rendu compte qu'ils ont des rapports très variables à cette question. Est-ce qu'il faut faire du sport en milieu spécialisé, protégé, ou ce que vous voulez, ou alors en milieu inclusif, avec les valides, avec les valides. Et je me suis rendu compte que ces rapports sont très variables. Il y a des individus, des personnes qui vont être des fervents défenseurs et défenseuses de l'inclusion dans le milieu valide, justement pour aller sur la déconstruction du validisme, etc. Et qui vont militer pour l'inclusion complète des pratiques sportives. D'autres vont au contraire rechercher dans la pratique sportive un entre-soi relativement protecteur qu'ils ne vont pas forcément trouver ailleurs, et dans lequel on n'est pas obligé forcément de surcompenser pour être dans ces discours de dépassement du handicap, etc. Et donc vous voyez que les rapports sont assez variables. C'est variable aussi à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que des personnes vont à la fois pratiquer dans le milieu qui est inclusif et puis dans le milieu qui est plutôt spécialisé. Parce qu'ils ont besoin d'aller chercher des choses différentes pour construire cette identité. Parfois, ils vont changer d'avis. Il y a des gens qui vont pratiquer en milieu, dans un milieu, puis qui vont basculer dans un autre milieu. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut qu'on soit assez prudent quand on défend ses points de vue. Et je pense qu'on a un petit travail à faire là-dessus. Alors nous, je pense surtout travailler sur l'organisation du milieu sportif et prendre un recul par rapport aux représentations du milieu spécialisé et du milieu inclusif, et puis penser à les faire coexister et peut-être à réfléchir à un peu plus de fluidité que ce qui existe à l'heure actuelle entre ces différents milieux. Donc, je vais aller vers ma conclusion, parce que j'ai pas mal de choses à dire en conclusion, mais je pense que vous l'aurez compris, et c'est une position très personnelle, je pense que l'empowerment doit avant tout passer par une remise en cause de toutes les normes qu'on a évoquées. D'abord, les normes de féminité et de masculinité. Remettre en cause ces normes de masculinité hégémonique qu'on trouve dans le sport, mais aussi
celle de féminité hégémonique. Ensuite, les normes de validité, bien évidemment. Et également, puisque le sport est pris et les activités physiques sont prises dans ce système sportif, les normes sportives. On l'a vu tout au long de la journée, les sportives et les sportifs ont un rôle important à jouer là-dedans. Et en perspective des Jeux olympiques et paralympiques, je pense aussi que les organisateurs ont un rôle important à jouer là-dedans. On sait, ça a été démontré tout au long de la journée, que la visibilité de la diversité est une condition sine qua non à cet assouplissement, dont je parle depuis le début là, de notre système genré et validé. C'est pas suffisant, mais c'est une condition sine qua non. Et malheureusement, force est de constater que dans le milieu sportif, les athlètes les plus visibles, les plus médiatisés, sont ceux finalement, je parle des athlètes handi, sont ceux finalement qui respectent le plus les normes à la fois de masculinité et de féminité hégémonique, mais c'est qui se rapprochent aussi le plus de l'idéal capacitaire. Et les recherches qui ont été menées sur la médiatisation des sportives et des sportifs handicapés est assez parlante là-dessus. C'est-à-dire que les athlètes qu'on voit le plus et qui sont le plus reliés, ce sont les athlètes qui, on va dire, sont le plus proprement genrés, et puis qui sont aussi le plus proches des normes du corps sportif validé. Vous avez peut-être vu ou entendu parler d'Amy Munitz, Amy Munitz, qui est une athlète amputée tibiale qui porte une prothèse, mais qui correspond parfaitement au stéréotype de la féminité, et puis qui finalement, dont la déficience est très peu visible. Elle marche debout, etc. Je ne critique pas cette mise en avant, c'est important. Ça permet une visibilité. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant à l'approche des Jeux, à mettre en avant toute la diversité du handicap. Et pas finalement que la visibilité des athlètes handi renforce ce système normatif de genre et de handicap. Oui. Et parce que paradoxalement, je pense que ça va stigmatiser encore plus les athlètes, les sportifs et les sportifs qui ne peuvent pas jouer ce jeu de mise en scène. On ne cherche pas forcément à le jouer, mais en tout cas, ils ne seront pas mis en avant. Et finalement, ils seront encore plus discriminés. Donc attention à ça. À part en mettant en avant certains athlètes, faire disparaître tous les autres. Je pense que c'est une erreur et qu'il va falloir militer contre ça dans les mois à venir et à l'approche des Jeux. Donc je vous invite, tous les athlètes qui sont là, à justement faire un travail pour mettre en avant les sportifs et les sportifs qui déconstruisent ces idéaux corporels de validisme genré. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on mette en avant tous nos athlètes, par exemple, de la FFSA, donc la FFSA, c'est la fédération qui accueille les athlètes qui sont dits déficients intellectuels, qui vient de faire des médailles, on peut finir là au ski alpin, très dernièrement, qu'on n'a pas vu. Mettons en avant ces athlètes-là. Mettons aussi en avant nos athlètes, hommes et femmes, qui ont des limitations sensorielles, qui ont une paralysie cérébrale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du foot fauteuil, du foot IMC. Non, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, mettons en avant ces athlètes-là.